Madame, Monsieur, bonsoir. Se dirige-t-on vers une solution définitive du dossier du Sahara marocain après plus de 4 décennies de tergiversation et négociations? En tout cas, depuis la proclamation américaine sur la marocanité du Sahara, le plan marocain d'autonomie s'impose comme le cadre futur des futures négociations et discussions. Proposition sérieuse, crédible, réaliste et constituant l'unique base pour une solution juste et durable au conflit. C'est dans ces termes que le président sortant ou l'ancien président des États-Unis avait qualifié l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara marocain. C'est donc un tournant important, voire décisif, dans ce conflit qui n'a que trop duré. Pour évoquer, expliquer et commenter, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Mohamed Amr, ambassadeur du Maroc en Belgique. Bonsoir, c'est Mohamed Amr. Bonsoir, c'est Mustafa. Nous avons tenu ce soir aussi à inviter quelques membres de la communauté marocaine en Belgique pour interroger et interpeller M. l'ambassadeur sur ce moment important de l'histoire de cette région du Maroc. Nous avons avec nous Mme Aïcha Bacha, chercheur en sociologie et secrétaire générale du Mouvement mondial des femmes panafricaines leaders, et de Tariq aussi, qui est président de l'association GISR 9600 et membre du parti VLD, dont le président dirige le gouvernement belge actuel. C'est Mohamed Ramdani, cadre d'une institution bancaire à Anvers, El Mahdi El-Aroui, jeune journaliste à Bruxelles. Nous devions avoir aussi Mme Leila Derwish de Namur, mais malheureusement, elle vient d'attraper le Covid aujourd'hui même et nous lui souhaitons un rapide rétablissement. Nous avons 4 axes pour ce débat. L'importance de la reconnaissance de la première puissance mondiale de la marocanité du Sahara. Quelles répercussions aura cette reconnaissance sur le processus de paix parrainé par les Nations Unies? Quelle va être la position de l'Europe devant cette nouvelle donne? Et bien évidemment, nous parlerons aussi de la reprise des relations entre le Maroc et Israël et l'impact de cette reprise sur le conflit israélo-palestinien. Avant d'entamer ces axes, Monsieur l'ambassadeur, merci d'abord d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Une brève présentation de la situation au Maroc face à la pandémie mondiale du Covid. Et là encore, le Maroc sort du lot avec, aux chiffres que nous avons reçus ce soir, plus de 3 300 000 personnes vaccinées. Oui, d'abord, si Mustafa, je voudrais vous remercier la radio JISR Info pour cette invitation et je me réjouis de me retrouver avec vos invités pour échanger autour de ces questions d'actualité. Par rapport à la situation du Covid au Maroc, vous venez de le dire qu'au niveau de la vaccination, le Maroc avance à grands pas. Avance à grands pas pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un pilotage de cette opération depuis le début par Sa Majesté. Il y a une volonté politique et une volonté royale qui porte cette approche marocaine qui aujourd'hui montre que le Maroc a une longue expérience en matière de vaccination de masse et que le Maroc, selon les engagements annoncés ces derniers temps, va pouvoir atteindre l'immunité collective dans les prochains mois. Et je pense que cette avancée s'inscrit aussi dans la dynamique et dans l'approche que le Maroc sur laquelle le Maroc est appuyé pour gérer toute cette phase de pandémie. Et déjà, le Maroc s'est distingué dès le début par sa mobilisation, s'est distingué par sa capacité, par sa réactivité, et les Marocains aussi se sont distingués par leur solidarité ou par leur engagement sous la conduite de Sa Majesté. Le Maroc a montré au monde entier, dès le début de la pandémie, sa capacité à faire face à cette crise mondiale et sa capacité à apporter les réponses adéquates
et nous n'avons pas vécu les problèmes, voire même les drames que beaucoup de pays ont vécu en matière de masques, en matière de produits, en matière de mobilisation et de solidarité. Donc, d'une façon globale, le Maroc s'est très bien comporté et les Marocains aussi se sont très bien comportés pour faire du Maroc un modèle en matière de réactivité et en matière de gestion de cette pandémie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Alors, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, je lance chaque axe. Je vous donne 3-4 minutes pour répondre et par la suite, vous devriez répondre aussi aux questions et aux commentaires de nos invités ce soir. Le 10 décembre, donc, la Maison-Blanche annonce sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Alors, que représente cette reconnaissance de la marocanité du Sahara par la première puissance mondiale et pourquoi cette décision intervient maintenant, Monsieur l'Ambassadeur? Écoutez, cette reconnaissance, c'est une évolution considérable, c'est une évolution très positive. D'abord, il s'agit de la première puissance mondiale. Il s'agit également du pays qui est le porte-plume du Conseil de sécurité et qui a toujours été à la base des projets de résolution sous le Conseil de sécurité. Donc, c'est une reconnaissance de la marocanité du Maroc, de la légitimité et de la revendication du Maroc. Elle est intervenue, bien sûr, à un moment particulier, mais c'est une suite logique d'une évolution qui a commencé il y a plusieurs années. Vous savez que les Américains, l'administration américaine, aussi bien démocrate que républicaine, ont toujours considéré que le projet d'autonomie présenté par le Maroc est un projet sérieux, crédible, est un projet qui pourrait être le cadre du règlement de ce conflit régional ou de ce différend régional. Donc, ils ont soutenu depuis le début la proposition marocaine. Ils ont soutenu aussi en tant que membre du Conseil de sécurité cette proposition, ce qui fait que toutes les résolutions du Conseil de sécurité mentionnaient le caractère crédible et sérieux du projet d'autonomie. La décision de reconnaître la souveraineté vient en fait bousculer un statu quo qui en fait ne profite qu'à certains milieux et vient s'inscrire dans une logique de solution. C'est un appel au monde entier, c'est un appel à l'Europe, c'est un appel à la communauté internationale pour un engagement plus fort pour apporter une solution équitable à ce conflit. La reconnaissance. Oui, je vais peut-être laisser le reste de votre réponse intervenir aux questions que nos invités vont vous poser. Je vous demanderai juste, parce qu'il y a du bruit de temps en temps, je vous demanderai juste de couper vos micros et de ne les rallumer que quand vous avez la parole. Alors, on commence par Madame Aïcha Bacha. Madame, vous avez entendu la réponse de Monsieur l'Ambassadeur. Cette reconnaissance est importante. Alors, quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous souhaitez poser comme question à Monsieur l'Ambassadeur? Oui, donc voilà, merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur pour votre éclairage. Donc nous nous réjouissons de la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara. Donc une décision que nous prenons avec réserve pour plusieurs raisons. Donc, la première, déjà, c'est que, donc, je ne vais pas parler à mon nom, mais je vais quand même refléter l'avis de plusieurs jeunes que nous fréquentons tout le temps, et donc nous échangeons avec ces jeunes-là. Donc, mon avis sera plutôt l'avis que j'exprime pour le moment, c'est l'avis de ces jeunes-là. Certains jeunes de notre communauté voient que juridiquement, le Maroc n'a rien gagné de tout ça, de cette histoire-là, et que le principal gagnant, c'est Israël.
et non pas le Maroc. D'un autre côté, donc nous voyons qu'il y a une offensive algérienne très farouche sur le plan diplomatique. Nous voyons qu'il y a le lobby algérien qui a fait beaucoup de travail, qui a mobilisé 27 sénateurs pour adresser à Biden une lettre pour renoncer à la reconnaissance du Maroc, d'un côté. D'un autre côté, il y a Madame Kennedy, la présidente du Centre Robert Kennedy des droits de l'homme, qui a aussi rejoint la campagne pour dénoncer la décision de Trump. Il y a aussi Conrad Treibel, le chargé d'affaires à l'ambassade américaine à Madrid, qui appelle carrément l'administration de Biden d'annuler la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Il y a le Front Polisario qui continue de mener une guerre médiatique farouche contre le Maroc sur tous les plans, même dans des médias israéliens. Donc, nous voyons quand même qu'il y a une réaction très farouche des autorités algériennes, voire du groupe séparatiste. Donc, nous pensons qu'en fait, qu'ils ont été touchés dans le profond d'eux-mêmes et qu'ils jouent le tout pour le tout. Donc, j'aimerais vous adresser, Excellence, une question par rapport à la diplomatie marocaine. Qu'est-ce que vous prévoyez en tant que diplomatie pour convaincre l'opinion publique européenne et surtout convaincre nos jeunes qui voient dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara et puis la normalisation des relations du Maroc avec Israël comme un train? Voilà, merci d'abord de préciser, Madame Bacha, que vous parlez au nom de votre entourage, des jeunes que vous rencontrez, que vous croisez, et que ce soir, vous êtes aussi porte-parole de cette jeunesse belgo-marocaine. Monsieur l'ambassadeur. Ben, écoutez, pardon. Merci pour ce commentaire, pour cette question. Moi, je ne suis pas d'accord avec le constat que vous avez fait. Le Maroc, avec le soutien et la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'administration américaine, a initié une nouvelle dynamique qui va permettre à ce dossier de changer d'échelle. Ce dossier qui fait du surplace depuis 15 ans, avec la décision américaine, ce dossier va être, je dirais, géré d'une nouvelle façon et les conséquences de cette décision américaine vont se dessiner dans les prochains mois et dans les prochaines années. Déjà, suite à cette décision, il y a plus de 40 pays qui se sont réunis sous l'égide des États-Unis et du Maroc et qui ont apporté leur soutien à l'autonomie du Maroc dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Il y a une dynamique qui a été initiée et nous allons voir les conséquences de cette dynamique dans les prochains mois. Bien sûr, les réactions que vous avez énumérées, pour moi, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pensez que les milieux hostiles au Maroc vont rester inactifs? Mais je pense que vous avez cité les quelques sénateurs qui ont signé une pétition, et ça montre que la très grande majorité des sénateurs américains ne sont pas sur cette optique. Les réactions des uns et des autres, des Algériens, du Polisario, c'est l'inverse qui m'aurait étonné, mais je vois en tant qu'ambassadeur ici, au niveau de la classe politique belge et au niveau de l'Europe, cette réaction quand même, cette décision de l'administration américaine a généré des réactions positives, voire même a créé des perspectives prometteuses pour ce conflit qui dure depuis 45 ans. Pour ce qui est des lobbies, les lobbies font leur travail. L'association Kennedy, elle est connue, elle est hostile, mais aux États-Unis, il n'y a pas que les milieux hostiles, il y a beaucoup de milieux aussi, de milieux qui ont apporté leur soutien à l'initiative, à la décision américaine. Aujourd'hui, nous avons lu aussi à travers la presse que plusieurs centaines de personnalités de par le monde ont envoyé aussi
un appel au président Biden pour consacrer et pour appuyer cette dynamique qui a été lancée par l'administration républicaine. Moi, je ne me fais pas de soucis. Au contraire, cette décision a créé une nouvelle ambiance, un nouveau contexte qui est favorable à notre cause nationale. C'est à nous, bien sûr, en tant que diplomates, mais aussi à vous, en tant qu'acteurs de la société civile, de capitaliser sur cette décision et d'œuvrer pour partager avec le maximum d'acteurs politiques les nouvelles données et montrer qu'il est temps aujourd'hui, avec la décision américaine, de s'engager davantage, de s'impliquer davantage pour apporter une solution à ce conflit. Et la décision américaine ne veut pas dire, je l'ai dit au début, ne veut pas dire abandonner le processus politique. Au contraire, il va relancer le processus politique, mais sur des bases nouvelles. Et n'oublions pas le poids des États-Unis en tant que première puissance mondiale, mais aussi le poids des États-Unis au sein du Conseil de sécurité en tant que porte-plume de toutes les résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité. C'est Saïd Talhi. تفضل. Votre micro. Ouvrez votre micro. Merci. مرحبا سيدي. اولا الصوره واضحه. تفضل الصوره واضحه. اولا نقدر نتكلم شويه بالعربيه لان كنشوف ان الحوار غادي بالفرنسيه وكنشوفوا ان الجاليه مقسومه على جوج، كاين ما كيعرفش الفرنسيه كيعرف النيرلندي. دونك استسمح لي بالعربيه. تفضل. هذا كان مبرمج ان اللي سالتي بالعربيه السيد السفير غيجاوبك بالعربيه كذلك. حتى تعم الفائده ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل السي سعيد. اولا كنرحبوا بالضيوف وكنرحبوا معالي السفير على الخارجيه التواصليه اللي كنحيوا عليها، وكنحيوا الموقع جسر على هذه الفرصه اللي اتاحها مغاربه العالم لنقاش هذا الموضوع الحيوي والمهم. سؤالي الاول، اولا بالنسبه للمداخله ديال الاخت، انا اول حاجه عندي تعقيب على المداخله ديال الاخت قبل ما نحولوا للسؤال. نفضلك ان تعقب على الجواب ديال السيد السفير، فهي كذلك جات باش تطرح الاسئله اللي تتسمع في الشارع باش تبلغهم للسيد السفير. تفضل. نفس السياق. بالنسبه للموضوع ديال الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء، اولا انا اعتقد انه بالنسبه لي انا شخصيا كان اعتراف جاء في محله في وقت المناسب. كنعرفوا تاريخيا المغرب كان سباق الى الاعتراف كاول دوله اعترفت باستقلال الولايات المتحده الامريكيه، وكنظن ان اليوم جاء الدور على الولايات المتحده انها ترد الدين للمغرب كخطوه اوليه. وما تفاجأناش بالاعتراف الامريكي لانه كان فعلا تاخر نوعا ما نظرا للقضيه العادله ديال المغرب ونظرا للعلاقات المزدوجه والاستراتيجيه بين المغرب والولايات المتحده منذ عصور ومنذ ازمنه. فربما بالنسبه لنا كان شويه الاعتراف كان متاخر، ولكن المهم انه هذا الاعتراف جاء في وقت مناسب ان شاء الله. النقطة الثانية قضية ديال الاعتراف كأنه ما عندوش مصداقية أو عنده بعض الناس تراجع على هذا الاعتراف هذا عن طريق منظمات حقوقية أو منظمة أو بعض السناتورات الأمريكيين اللي الآن يأخذوا البلد هذا. أعتقد أنه هذا كلام الاستهلاك الإعلامي، هي محاولات فاشلة من الكيان الجزائري للأسف، من أشقائنا من النظام الجزائري، من أجل تمييع هذا الاعتراف ومن تبخيص هذا الاعتراف. الاعتراف هو اعتراف كبير وكبير جدا. نحن نتعامل مع دولة مؤسسات وليس مع أشخاص، فالولايات المتحدة هي دولة مؤسسات، ونعرف أن الولايات المتحدة يعود دائم في مجلس الأمن، وأهمية هذا الاعتراف يعطي للملف المغربي قوة كبيرة جدا داخل مجلس الأمن. هذا من جهة أخرى. النقطة الثانية وهي قضية ديال تأخر الالتحاق ديال الدول الأوروبية بالاعتراف بمغربية الصحراء. سي سعيد غنرجعوا لهذا الموضوع، هذا الملف الثاني نرجعوا للموضوع
تفضل السي رمضاني محمد. لا الميكرو مازال مقطوع. تفضل دابا. لا عاود قطعتيها السي محمد. دابا اقطعوا. طيب تفضل اسمع. مساء الخير، مرحبا سعادة السفير سي مصطفى، بارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا. بما غنقصوا بالموضوع ان شاء الله، السؤال ديالي واضح. نعم. هو انه يعني في اخر، ربما غادي نعتبروها في اخر مرحله من الرئاسه نتاع الرئيس ترامب، في اخر ايامه وقع اللي وقع. هذا سؤال في حد ذاته يعني كيطرح نفسه اولا. ثانيا سعادة السفير تكلم على سنوات من العمل. بغيت نسال سعادة السفير يعني فين كان يعني الشعب المغربي، فين كنا حنا من تتبع هذا المسار هذا ديال يعني هذا الاعتراف ديال الولايات المتحده المغربيه الصحراء، رغم ان حنا كنتكلموا على اعتراف ديال الولايات المتحده المغربيه الصحراء او لا اعتراف الولايات المتحده بالحكم الذاتي. هنا كاين اختلاف، بغيت سعاده السفير يوضح لنا هذه المساله. ثانيا حتى بعد هذا الاعتراف هذا واش ممكن مثلا سعاده السفير يوضح لنا كيف ان مثلا الخارجيه المغربيه او المسؤولين المغاربه وصلوا الموضوع للشعب المغربي من غير قنوات التلفازه اللي كنا كنتبعوا فيها الاخبار يوميا، او مثلا ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي، وشنو هما الاليات اللي خدمتهم الخارجيه، الممثلين، السفارات، القنصليه، لتوضيح الامر يعني الشان كله. لان ملف الصحراء كما يعرف سعاده السفير وكنعرفوا بزاف منا، ملف دائما الشعب المغربي كيكون محتاج للمعلومه، اما كيتوصل بها متاخرا، اما كيتوصل بها نقصه، اما خصو هو يبحث عليها. وشكرا السيد سفير. تذكر الاخوان اللي بدا تعقيب او اللي طرح سؤال، خصكم تعرفوا على ان اعتراف ديال الاداره الملكيه او الاقرار باعتراف بالسياده ديال المغرب وبالحكم الذاتي كاطار لحل هذا المشكل ما جاش عمل طاح من السماء، هو جاء نتيجه لعمل دؤوب ديال المغرب بقياده جلاله الملك وكذلك بعمل الدبلوماسيه المغربيه. قلت لكم هذا ماشي قرار اتخذ في اخر لحظه قبل ان الرئيس الامريكي يغادر البيت الابيض، هذا قرار جاء نتيجه لعمل يفوق اكثر من 3 سنوات، وجاء نتيجه لمسار بدا منذ تقديم المغرب الملف او مشروع الحكم الذاتي، واللي اعتبروه الامريكيين كل الرؤساء سواء كانوا جمهوريين او من رئيس كلينتون او كانوا ديمقراطيين كلهم اعترفوا بان مشروع الحكم الذاتي هو مشروع جيد وهو مشروع جدي وله مصداقيه. فالقرار ديال الرئيس الامريكي السابق هو تتويج لهذا المسار وتتويج ايضا لعمل الدبلوماسيه المغربيه، وهو كذلك فتح واحد الافاق جديده لواحد الملف اللي كما قلت لكم يراوح مكانه منذ سنوات، وراهن منطقه بكاملها هي منطقه المغرب العربي، وكذلك له انعكاسات سلبيه كذلك حتى على اوروبا. ولهذا قضيه ما شر الاخ الكريم ثاني قضيه سي رمضاني، الشعب المغربي دائما معبأ وراء جلالة الملك حول هذه القضية، والمغاربة موحدين حول هذه القضية، وهما بفضل تعبئة المغاربة بقيادة الحكيمة جلالة الملك استطاع المغرب يحقق ما حقق في الصحراء على أرض الواقع من تقدم ومن تطور، واستطاع يحقق ما حقق على المستوى الدولي من اعتراف
ما تنساوش ما كاينش فقط الاعتراف ديال امريكا، الاعتراف ديال امريكا جاء ايضا بعد واحد الحدث مهم اللي وقع في الجنوب، وهو فتح عدد من اكثر من 20 دوله اللي فتحت القنصليات ديالها في العواصم ديال الاقاليم الجنوبيه، وهو اعتراف بمغربيه الصحراء وتاكيد على حق المغرب في وحدته وفي ادماج هذه الاقاليم ضمن الوطن. ولهذا كان هناك جو عام يهم اساسا بامريكا، ولكن يهم ايضا بالمستوى الدولي، واللي يجعل ان هذا القرار حصل وقد يكون له تبعات ايجابيه كثيره في المستقبل. C'est Mehdi Alaoui. Rappelez-moi votre âge, c'est Mehdi. Salam alaikum, bonsoir à tous. Rappelez-moi votre âge. 26 ans. 26 ans, donc vous êtes né après la marche verte. Alors, oui. C'est pour ça que votre réaction et votre question nous intéressent. Alors, comment vous avez vécu ce moment, cette déclaration historique de la Maison-Blanche, et vous, cette génération, que connaît-elle de ce dossier? Bien, on va essayer de structurer évidemment tout cela, Mustafa, en espérant que tout le monde arrive à suivre. Je voudrais d'abord poser ma première question par rapport à mon identité. Alors, je suis évidemment né de parents d'origine marocaine qui ont bien sûr effectué le grand pas vers l'immigration et qui ont donc sont venus en Europe, que ce soit en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Italie. Mes parents ont fait le choix de s'arrêter en Belgique. Moi, vous savez, j'ai 26 ans, je suis encore en pleine construction. Évidemment, j'essaie de trouver un petit peu ma place entre Rabat et Bruxelles. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile, car quand je suis ici, j'ai l'impression d'appartenir de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis quand je suis de l'autre côté de la Méditerranée, j'ai l'impression de me dire ma place, elle est quand même en Europe, en Occident, au plat pays, comme dirait Jacques Brel. Mais vous savez, par rapport à ces traditions marocaines et à ces fêtes marocaines, je me permets d'en citer certaines, comme la fête de l'indépendance, la marche verte, la fête du trône, qui peut-être sont encore des fêtes inconnues à la jeunesse marocaine qui, évidemment, monsieur l'ambassadeur, vit ici en Belgique. Alors, on me dirait entre la fête nationale, le Nouvel An, Noël, qui sont bien sûr des fêtes, j'aimerais dire, occidentales ou même de religion chrétienne par rapport à Noël. Moi, j'aimerais un peu savoir aussi, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette jeunesse marocaine, qui aime bien sûr la Belgique, mais qui aime aussi le Maroc, reste encore connectée avec ces fêtes, hein. Je me permets de vous poser cette première question. Et puis, par rapport à la deuxième question, très chers collègues, je reviens un petit peu à les relations entre Tel Aviv et Rabat. J'aimerais tout d'abord dédier cette émission et ce débat aux 800 000 Marocains de confession juive qui vivent en Israël, qui aiment encore leur Maroc, celui de Hassan II ou même celui de Mohammed V, celui notamment aussi de notre roi Mohammed VI, évidemment. Mais ce Maroc qui est important, on parle de Essaouira, on parle de Fès, on parle de Agadir, on parle de Tétouan, et bien évidemment tous ces Melleh, hein, les Casbah, évidemment, où tous ces Marocains de confession juive marchaient et partageaient des ruelles avec des Marocains de confession musulmane. Alors, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, juste pour ces Marocains-là qui vivent en Israël et qui aiment encore le Maroc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un pont, voire même plus une direction à prendre pour le vivre ensemble et pour encore garder ces liens entre le Maroc, évidemment. Merci, Selmadi. Alors, donc, deux interpellations. La première concerne la relation entre le Maroc et sa jeunesse à l'étranger, c'est Amr. Écoutez, moi je remercie Selmadi pour les deux interpellations. Concernant la relation entre les jeunes et le Maroc, ou entre la communauté d'une manière générale et le Maroc, vous savez que la communauté marocaine, aussi bien en Belgique qu'en Europe, qu'ailleurs, c'est une communauté qui est très bien intégrée dans son pays, dans leur pays d'accueil, mais aussi c'est une communauté aussi qui est très attachée et très liée au Maroc. Et c'est une communauté qui a participé d'une façon très active pour faire du Maroc ce qu'il est aujourd'hui.
si le Maroc a pu faire des avancées considérables en matière de progrès, en matière de développement, en matière de modernisation, c'est parce qu'aussi ces Marocains du monde ont participé activement à cette dynamique de développement et à cette dynamique de progrès. Pour ce qui est des jeunes, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui, l'enjeu du devenir des relations entre la communauté et le Maroc se jouera au niveau des jeunes. L'enjeu, c'est comment assurer cette continuité, cet attachement continu entre la communauté marocaine et le Maroc. D'où l'intérêt qu'on doit porter aux jeunes. Et là, je profite pour vous dire que l'ambassade du Maroc en Belgique, depuis plusieurs années, nous avons beaucoup investi dans ce domaine, et nous avons pu quand même réaliser beaucoup d'actions au profit des jeunes, avec les jeunes, parce que moi, personnellement, je crois que les jeunes, surtout ceux qui sont nés en Belgique et qui aiment le Maroc, mais qui ne sont pas toujours en phase avec les développements du Maroc, notre devoir en tant qu'autorité marocaine en Belgique, c'est d'accompagner ces jeunes, c'est de les aider à rester en phase avec le Maroc. C'est pourquoi, parmi les chantiers que nous avons lancés au niveau de l'ambassade, c'est la mobilisation des jeunes. Et pour vous dire, si Mustafa il le sait, et beaucoup le savent, Madame Aïcha El-Bachar le sait aussi, que nous avons des liens assez étroits avec des centaines de jeunes, et nous avons institué depuis 3 ans un forum annuel avec les jeunes, notamment les jeunes d'origine marocaine, notamment les étudiants. Et un forum, à chaque fois, il aborde une thématique qui intéresse les jeunes et qui essaye aussi d'informer les jeunes de ce qui se passe au Maroc, mais aussi d'accompagner les jeunes dans leur processus d'enracinement ici en Belgique. Le dernier forum, nous l'avons organisé l'an dernier, le 14 février, à la veille du confinement, et qui a été animé par Madame Ilham Kadiri, qui est le CEO de Solvay, et qui a été l'occasion aussi pour Madame Kadiri de parler aux jeunes et de parler aux jeunes comment les voies de la réussite et les chemins de la réussite. Et je me souviens, ça a été un très grand succès et nous allons continuer aussi dans cette direction. Nous avons essayé aussi, selon les moyens dont on dispose, d'envoyer aussi des groupes de jeunes pour visiter le Maroc. Nous avons même envoyé un groupe de jeunes de Malines, une vingtaine de jeunes de Malines, étudiants, qui sont allés à Dakhla, et à Al Ayoun pour découvrir, bien sûr, nos territoires du Sud et voir l'effort de développement que notre pays a fait sous la conduite de Sa Majesté pour rendre aujourd'hui ces provinces parmi les provinces les plus développées du royaume. Je me permets d'intervenir, c'est Amr. Madame Touria Ehraten précise qu'il serait bien aussi de s'ouvrir sur la jeunesse marocaine du côté de la Flandre, qui ne participe pas beaucoup à ce genre de manifestation. C'est une remarque que nous recevons bien évidemment par la page Facebook de l'émission. Il y a beaucoup de questions. À chaque fois qu'une question pertinente, je vous la pose. Alors peut-être aussi... Là, juste une remarque, c'est Mustafa. Oui. Moi, je viens de dire à la fin de mon intervention, c'est que le groupe de jeunes qui est allé à Dakhla, c'était un groupe des Malines. Oui, c'était flamand. Du côté flamand. Nous avons aussi une association de jeunes étudiants à l'université de Malines. Nous avons tenu des réunions à l'université aussi d'Anvers avec les jeunes d'origine marocaine. Beaucoup de jeunes ont participent d'ailleurs régulièrement d'une façon continue au forum annuel que nous organisons. Donc, pour nous, il n'y a pas de distinction entre la Flandre ni...
peut-être une ouverture sur la deuxième question de Silmadi, parce qu'on reviendra en fin d'émission sur ce dossier. Alors, la relation entre les 800 000 Marocains d'Israël et le Maroc, c'est Amr. Mais écoutez, je rectifie, il ne s'agit pas de 800 000. Il s'agit, selon la déclaration du président du comité, de la délégation israélienne qui est venue au Maroc, il s'agit de 1 500 000 de Juifs d'origine marocaine. Je pense que la relation entre le Maroc et les Juifs est une relation particulière. Pourquoi elle est particulière? D'abord parce que, pour des raisons historiques, cet attachement des Juifs en Israël, comme les Juifs en dehors d'Israël au Maroc, vient du fait de l'intérêt que les souverains marocains ont toujours porté à la question juive et aux Juifs. Vous savez, pour ne pas remonter très loin dans l'histoire, les Juifs aussi bien d'Israël d'origine marocaine comme les Juifs ailleurs, et je le vois ici à Bruxelles ou à Luxembourg, n'oublient jamais la position courageuse du roi Mohamed V en juin 1940, quand l'administration française à l'époque venait l'informer de la volonté du gouvernement Vichy d'étendre l'application des lois racistes pour renvoyer les Juifs marocains dans les camps de concentration. Sa Majesté Mohamed V a eu une réaction courageuse en disant « Au Maroc, on n'a pas de Juifs ni de musulmans, j'ai que des sujets et je refuse qu'une distinction soit faite entre mes sujets. » Cette position courageuse du roi Mohamed V, Allah yarhamou, a sauvé la vie de centaines de milliers de Juifs. Je peux te parler aussi de toute l'action du roi Hassan II, Allah yarhamou, en faveur du rapprochement entre Israéliens et Juifs. Vous savez que la plupart des initiatives de rapprochement entre Israéliens, Palestiniens et Israéliens ont été initiées et protégées par Sa Majesté le roi Hassan II. La visite Sadat à Jérusalem en 1978 a été préparée au Maroc. Et Hassan II a joué un rôle de premier plan. Arafat, quand il était assiégé par Sharon à Beyrouth, c'est grâce à l'intervention de Hassan II qu'Arafat a pu se déplacer et aller à Tunis. Je peux multiplier les cas où le Maroc, à travers ses souverains, a été toujours au premier plan pour initier, pour encourager le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Et souvent à la demande des Palestiniens. Le roi, j'ajoute et je vous donne la parole, un dernier élément, Sa Majesté Mohamed V a continué dans cette même direction. Et vous savez que la constitution marocaine est la seule au monde arabe et dans le monde musulman qui reconnaît la contribution de la composante hébraïque dans l'identité marocaine. Et ça, c'est l'exception marocaine. Ça, également, toute l'attention que Sa Majesté Mohamed VI a portée sur la préservation du patrimoine, sur l'ouverture de musées juifs, ça montre que les Marocains, depuis longtemps, ont toujours eu des liens très particuliers avec les Juifs, qu'ils soient à l'intérieur du Maroc ou ceux qui ont pu partir en direction d'Israël ou en direction d'autres continents. Alors, nous passons peut-être rapidement, Silmadi, avant de passer au deuxième. Pas de souci. Si je peux me permettre, tout d'abord, mes excuses pour cette erreur de chiffre, parce que vous me direz entre 800 000 et 1,5 million. Voilà, on peut se permettre de se faire un peu taper sur les doigts. Il n'y a pas de souci, toutes mes excuses pour ces chiffres-là. Si je peux me permettre, je voudrais dédier cette émission aussi à un monsieur en Belgique qui fait un très bon travail pour rappeler la culture judéo-marocaine au musée juif. C'est monsieur Paul Dahan, voilà, à qui je passe le bonjour et je dédicace cette émission à sa personne. Merci beaucoup. Merci Mehdi. Paul, c'est un belgo-marocain qui œuvre depuis des décennies pour le développement des relations entre le Maroc
et la Belgique, et qui joue un rôle extrêmement important dans le rayonnement de la culture marocaine. Et c'est un grand connaisseur du Maroc et de la Belgique. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour le remercier et le féliciter pour le travail remarquable qu'il ne cesse de faire au profit du Maroc et au profit des relations belgo-marocaines. Nous allons revenir au premier sujet, savoir donc cette reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara et connaître quel serait l'impact de cette décision sur le processus politique parrainé par les Nations Unies pour une solution réaliste, durable à ce dossier, Amr. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance de la marocanité du Sahara ne veut pas dire la marginalisation du processus politique parrainé par les Nations Unies. Au contraire, l'ancienne administration l'a bien précisé, le président Trump l'a aussi bien précisé, tout en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur les territoires, il a souligné l'importance de l'initiative marocaine comme cadre du règlement du conflit. Et la déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche il y a quelques jours s'inscrit dans cette perspective et qui a insisté que la nécessité d'accompagner, de soutenir le processus parrainé par les Nations Unies. Et le Maroc ne demande que ce processus, que l'appui et le renforcement de ce processus pour qu'il puisse aboutir à une solution équitable, négociée et basée sur le compromis. Alors, Madame Aïcha Bacha, ce deuxième axe, vous pensez aussi que cette décision va booster un peu ce processus de paix au niveau de l'ONU qui traîne depuis pratiquement plus de 4 décennies? Tout à fait. Quand même, les États-Unis est un grand pays qui a son poids au niveau mondial, qui est un des grands sponsors des Nations Unies. Donc, ça aura sûrement un impact sur la décision d'autres pays donc membres de l'ONU, ça c'est sûr. Donc, j'aimerais par contre revenir à l'axe, le premier axe, donc voilà, par rapport à la communauté marocaine juive. Donc, j'aimerais aussi rejoindre l'avis de Sil Mehdi. Notre communauté joue un rôle primordial de partout dans le monde. Donc, il participe au rayonnement culturel, artistique, voire économique du royaume. Mais par contre, cette normalisation a été prise par beaucoup de Marocains aussi comme étant une trahison de la cause palestinienne. Donc, sur le plan administratif, donc voilà, nous sommes d'accord pour l'ouverture de l'air et tout, mais certains voient dans la normalisation comme une trahison. Donc, ils se demandent comment un pays comme le Maroc peut-il faire le plaidoyer et défendre la cause palestinienne. Donc, c'est une question que j'aimerais adresser à M. Amr. Madame El-Bacha, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Le Maroc n'a pas normalisé les relations avec Israël. C'est une relance, c'est une reprise des relations diplomatiques et non pas une normalisation. Pourquoi? Parce que les relations diplomatiques ont existé aussi dans les années 90, début des années 2000. Ils ont été interrompus suite à la crise qu'on connaît tous au Moyen-Orient. Donc, il s'agit d'une reprise de relations diplomatiques. C'est une reprise qui s'inscrit dans une évolution. Ce n'est pas un abandon de la question palestinienne. Et si vous vous rappelez le communiqué du cabinet royal et le contenu de l'entretien entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président palestinien, Sa Majesté a réitéré l'engagement du Maroc et des Marocains pour soutenir la question palestinienne sur la base du droit international, à savoir deux États qui vivent côte à côte en paix et en sécurité et avec
Jérusalem-Est comme capitale pour l'État palestinien. Et si vous avez constaté aussi que les Palestiniens, notamment l'autorité palestinienne, n'a pas réagi d'une façon négative par rapport à la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Sa Majesté est le président du comité Al-Quds, et tout le monde, les Palestiniens en premier, c'est que l'attachement des Marocains est très fort à la question palestinienne. Les Marocains considèrent la question palestinienne comme une question nationale. Et Sa Majesté a précisé que le Maroc, dans le nouveau contexte de reprise de relations avec Israël, mettra tous ses atouts au profit de la paix et au profit de la reprise des négociations entre Israël et les Palestiniens. Donc, je pense aller jusqu'à dire que la reprise est une trahison. Je ne pense que ce n'est pas juste, parce que la réalité c'est autre. Aujourd'hui, la question palestinienne a besoin d'être appuyée, les négociations doivent être relancées, et le Maroc s'est engagé aujourd'hui comme hier pour défendre la cause palestinienne, pour permettre au peuple palestinien d'avoir son État, et pour permettre aussi aux Palestiniens de vivre dans le cadre d'un État en paix, en sécurité avec Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, la logique de la rupture ne sert absolument pas à la paix, et le temps est venu pour que le Maroc, avec bien sûr les autres pays, avec la communauté internationale, œuvre pour permettre à ce dossier d'avancer et à ce dossier d'avoir une issue pacifique. Merci. Alors, puisque vous avez décidé d'évoquer ce dossier déjà, cet axe déjà, on va faire le tour de nos intervenants, Si Saïd, Si Ramdani ou Si Mehdi. Alors, Si Saïd, حول هذا الملف ديال إعادة العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل ويعني وشنو التوقعات في شأن السلام في الشرق الأوسط؟ أولا بالنسبة للعلاقات المغربية الإسرائيلية لم تكن قد قطعت إلى حد ما، هي إعادة للعلاقات وليس بداية علاقات. فالعلاقات كانت مسبقا منذ تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية، والآن توقفت العلاقات لأسباب سياسية، حرب الخليج إلى غير ذلك، ثم الآن تعود العلاقات الطبيعية. هذا من جهة. بالنسبة للعلاقات المغربية الإسرائيلية، لابد أن يكون هناك فرق ما بين العلاقات المغربية الإسرائيلية والدعم المغربي للقضية الفلسطينية. هناك فرق شاسع وكبير، ويحيلكم إلى بلاغ ديال الديوان الملكي اللي جاء في آخر البلاغ اللي كان في موضوع العلاقات، يؤكد حرفيا بأن جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس يدعم دائما أساسيا للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وكذلك العاصمة ديال القدس الشرقية. وهذا اللي جاء في المبادرة العربية ديال المبادرة ديال سنة 2000. لهذا فالأمور واضحة ليس هناك لبس فيها. المهم أنا يمكن نرجع للموضوع الأول. اسمع اسم مصطفى. يعني بالنسبه للموضوع ديال العلاقات المغربيه اليهوديه، اهم حاجه في هذا الموضوع هذا، لان اهم حاجه في الاتفاق هي العلاقات المغربيه اليهود مع اليهود المغاربه الموجودين عبر العالم. اذا سمحت لي، بالنسبه لليهود عبر العالم كان عندهم 3 هجرات، ومعالي السفير ذكرنا المرحله الاخيره اللي كانت في إبان الحرب العالميه الثانيه، والهجرة ديال اليهود الفرنسيين إلى المغرب، والحمايتهم من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفض تسليمهم لدولة حكومة فيشي آنذاك. وهذا الموقف هذا مازال اليهود المغاربة يعتزون بهذا الموقف ويجللونه ويقدرونه. أحيلكم أن كان هناك في التاريخ، عبر التاريخ، ومزال الإنسان يقرأ التاريخ ديالو، أن كان هناك 2 هجرات لليهود
إلى منطقة المغرب أو منطقة المغرب العربي. الهجرة الأولى كان قبل 2000 سنة هروبا من فتح الرومان آنذاك من الإمبراطورية الرومانية. والهجرة الثانية كانت في إبان محاكم التفتيش، هجرة المسلمين واليهود معا والتحامي وحمايتهم من طرف الدولة المغربية كذلك. والآن الهجرة الثالثة اللي كانت في إبان الحرب العالمية الثانية. إذن دائما المغرب هو أرض السلام وأرض التعايش، واليهود وجدوا أن المغرب هو بلد السلام وبلد التعايش واستقروا بالمغرب. وهذا اللي أكدوا الدستور المغربي في 2011 لأول مرة، لأنه دستور جد متقدم على باقي الدول العربية المجاورة ولا الدول هذا. فالدستور المغربي أكد أن الجالية اليهودية لها حق، واللغة العبرية كذلك لها حق، والثقافة العبرية لها حق. كذلك نتكلم كذلك على تأثير الثقافة اليهودية في الحضارة المغربية كذلك. فنعرفوا تأثير ديال المطبخ اليهودي على المطبخ المغربي، والمطبخ المغربي الآن يعتبر المطبخ الثالث عالميا. وكان تأثير المطبخ اليهودي على المطبخ المغربي هو اللي يدفع هذه المرتبة هذه، هذا هو اللي يسمى بالتعايش الثقافي. كذلك على مستوى الثقافي، على مستوى الأغنية، على مستوى الشعر، الثقافة الأندلسية، الثقافة الغرناطية إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فهذا كل شيء يعطي أن الثقافة اليهودية هي مكون أساسي في الثقافة المغربية. شكرا سي سعيد. نسمعوا للسي محمد رمضاني. تفضل سي الميكروفون من فضلك، عاود نفتحو من جديد. تفضل سي محمد. عارف بلي ما كاينش شي مغربي يعني ما كيغيبش عليه المعلومات. من جهه المعلومات اللي ممكن نضيفها ان كاين 654 معبد في المغرب، وكما شار الاخ يعني حنا كنساو بلي ان ديانه الامازيغ المغاربه ماشي كل المناطق ولكن البعض منها كانت الديانه اليهوديه قبل ما يكون الاسلام. هذه كنساوها. حنا كنساو بلي كاين بلوس مينوس كما يقولوا لي فلامون ديال مليون مغربي كتعيش في دوله اسرائيل. سعادة السفير، ما غاديش لان المعلومات التاريخيه والجيوستراتيجيه اعتقد اي مغربي مخلوق زايد كابر في المغرب او لا خالق كابر هنا كلنا نعرفوا وشنو هما النقط اللي كتجمعنا بيهود اسرائيل ولا اليهود في العالم بصفه عامه. وكنا كنعرفوا الدعم ديال اليهود وخاصه ديال اليهود المغاربه للقضيه الوطنيه. ما نختلفوش كنا كنعرفوا التاريخ. السؤال ديالي واضح. Vous parlez de relance, je suis tout à fait d'accord. Donc العلاقات المغربيه الاسرائيليه ديما كانت، واليوم كنا كنحضروا جميع السي مصطفى ذكرت واحد القول المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه. ربما سعادة السفير الا كنت خاطئ يصحح لي المعلومه، انه في يوم من الايام الحسن الثاني الله يرحمه قال لو كنت يعني بلد مجاور لاسرائيل اما كنت غادي نسني على السلام في اول يوم او لا نقتلهم حتى لاخر رجل. هو واقع، واعتقد ان العلاقه مع اسرائيل خاصه بان المغرب في شخص جلاله الملك محمد السادس كيرأس لجنه القدس، يعني مصلحه المغرب اننا تكون عندنا علاقات طبيعيه مع اسرائيل اللي غادي بها ندعموا القضيه الفلسطينيه. حنا ما غاديش ندخلوا في حرب مع اسرائيل لان فيها اكثر من مليون مغربي، وحنا جربنا ان جيراننا اللي كيجمعنا بهم الدين هذه 70 سنه ولا 60 سنه هما كيعاديونا. ربما كما قلت لك اليوم المثل الشعبي المغربي انا خويا على ولد عمي وانا ولد عمي على عدويا. اعتقد ان الامر بالنسبه لنا كمغاربه واضح. هذا هو الكلام اللي عندي انا. شكرا سي محمد. الا كان ممكن الله يخليك تعطيني واحد الكلمه يسغي وراه. واخا يكمل سي محمد. ثالث سي محمد. انا السؤال ديالي واضح لسعاده السفير. ماذا سنستفيد من التطبيع مع اسرائيل اقتصاديا، وخاصه اللي كيهمني بعد اقتصاديا من ناحيه السلاح؟ حنا محتاجين السلاح. مدام باشا. داكور. دونك فوالا غير باش نقول لكم ان هذه الاسئله اللي كنسولنا نو ريفليت با لا بيرسيبسيون ديالي ولا لا فيزيون ديالي. Tout à fait. J'ai bien précisé au départ, madame Aïcha.
pas. On l'a bien précisé au départ. C'est le premier point. Deuxième point, ما كاينش هنالك تزايد، ما كاين حتى شي مغربي يقدر انه يعني ينكر لو رول ديال المغاربه ديالنا وخاصه دو كونفيسيون جويف على يعني الامباكت ديالهم. انا بالنسبه لي هما واحد لوفيي ديال يعني في جميع الميادين كيعاونونا. تبارك الله عندنا دي انتيليكتويل تري تري كونو منهم ما غنذكرش شي اصدقاء كاع يعني. دونك فو فويي عندهم واحد لو رول اكستراوردينير في جميع المجالات، اقتصاديا اجتماعيا سياسيا. واي مدينه في المغرب الا وفيها الملاح ديالها الا وفيها الناس ديالها. عمرنا ما فرقنا ما بين يهودي ومسلم، عمر ما كان عندنا هذا الشيء. البلد ديالنا بلد ديال التعايش، بلد ديالنا يعني بلد التسامح، يعني ما كنفرقوش ما بين هذاك يهودي ولا هذاك مسلم. مي باغ كونطخ يا اون ديفيرونس اونتر اليهود ديالنا سواء في اسرائيل ولا في المغرب وما بين دوله ديال لابارتيد. دونك il faut faire quand même la différence entre les deux. هذا هو لا بتيت بارونتيز اللي بغيت نحل. انها تكون عندنا تفتح علاقات في هذا لو سونس هذا في سونس تكاملي وتعاون اي تو سي بارفي، ولكن ما خصناش يعني نساو القضيه الفلسطينيه بطبيعه الحال بما تنصه يعني لي انستيتيوشن انترناسيونال اونيزيان. دونك فوالا هذه فقط بارونتيز كنت باغي نشير ليه الاخوان المتدخلين الثالث والرابع. شكرا سي مهدي. Je vous en prie. Peut-être un peu me recontextualiser un petit peu. Quelle est la question qui a été posée de base? Donc, la question de base, c'était sur l'impact de la décision sur le processus de paix. Mais bon, puisque on a fait avancer le quatrième axe, à savoir les relations entre le Maroc et Israël, nous restons sur cet axe pour le clore avant de passer au second axe. Tfaddal Semedi. Oui, donc la question est très clairement, quelle est un peu la place du Maroc pour le conflit israélo-palestinien? Oui. Oui, certainement. Mais écoutez, je vais peut-être me permettre de surprendre les gens, mais avec tout le respect que j'ai pour monsieur l'ambassadeur et pour la diplomatie marocaine, je ne vois pas le Maroc jouer un grand rôle pour la reconnaissance d'un État palestinien. Pourquoi? Je me permets d'expliquer. Oui. Je pense que pour moi, il y a 3 pays qui peuvent changer la donne et qui peuvent rabattre les cartes, si je peux me permettre. Je pense que les États-Unis, l'Angleterre et la France sont peut-être pour moi les 3 pays qui se dégagent un peu plus pour pouvoir décider de l'avenir d'un État palestinien. Alors pourquoi ces 3 pays-là? On va peut-être commencer avec l'Angleterre. Je vous invite à vous documenter par après. Par rapport au mandat britannique de Arthur Balfour, je dirais bien sûr la colonisation et même le mandat britannique sur la Palestine et la Jordanie, tandis que les Français, eux, par après, ont mandaté le Liban et la Syrie. Alors, le mandat britannique, à la base, était l'idée d'installer un foyer juif national en Palestine. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, évidemment, la plupart des juifs qui avaient survécu au camp de concentration étaient à la recherche d'un nouveau point de départ. Et comme nous le savons tous, la Palestine et surtout Jérusalem jouent une place très importante dans la religion juive. Alors, évidemment, je ne me permets pas de mélanger religion et politique, sinon on pourrait perdre le fil du sujet. Mais voilà, je pense que l'Angleterre, la France et les États-Unis jouent bien sûr un grand rôle pour la reconnaissance d'un État palestinien. Par rapport à la France, très simple, il faudrait peut-être savoir aussi que la France a financé 80% du matériel israélien lors de la guerre de 6 jours. Alors, évidemment, monsieur l'ambassadeur parlait de l'apport et bien sûr du soutien de Hassan II à la diplomatie marocaine et bien sûr à l'aide d'Israël. Il ne faudrait peut-être pas oublier que les services secrets israéliens avaient quand même placé des micros lors d'une réunion de la Ligue arabe pour, j'aimerais dire, avoir un pas d'avance et un coup d'avance sur les armées arabes lors de la guerre de 6 jours. Et puis par rapport aux États-Unis, eh bien, j'aimerais dire, voilà, les États-Unis ont bien sûr une grande relation avec Israël. Il y a toujours eu des très bonnes relations avec Washington et Tel Aviv. Bien sûr aussi grâce à la fédération AIPAC qui, bien sûr, finance la protection d'Israël avec des milliards d'euros pour son armée et bien sûr aussi pour l'économie israélienne, bien sûr, que ce soit pour les kibbutz ou même pour les communautés religieuses. Donc, je pense que le Maroc, Rabat, ne jouera peut-être pas un grand rôle pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et je pense qu'il faudra peut-être plus se tourner vers Londres, Paris et Washington. Merci, c'est Mehdi. C'est Amr. Oui, c'est Mehdi. Moi, je commence par le dernier intervenant. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'analyse que vous venez de présenter. On n'est pas là pour revenir à l'histoire et voir un peu la responsabilité d'un et des autres.
sinon il nous faut beaucoup de temps. Et je pense aujourd'hui, on est face à une situation qui est très problématique. Face à un blocage des négociations entre Israéliens et Palestiniens, face à une certaine, je dirais, passivité de la communauté internationale, et les Palestiniens ont besoin d'une solution, d'une issue. Les Palestiniens ont besoin d'appui pour relancer les négociations entre eux et entre l'État d'Israël. Il n'y a pas un autre moyen pour régler ce conflit que la négociation. Et bien sûr, aussi l'implication de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité. Vous avez parlé des 3 pays qui sont membres du Conseil de sécurité. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des autres acteurs, aussi bien au niveau international qu'au niveau régional. Le Maroc assure la présidence du comité de Quds. Le Maroc a toujours joué un rôle de premier plan. Et le Maroc, comme les autres pays arabes, ont un rôle à jouer pour faire avancer le processus. Donc il ne faut pas sous-estimer le rôle du Maroc ni le rôle des autres pays arabes. Ce que vous avez dit par rapport à ce qu'on raconte des fois ici et là, moi je ne veux pas réagir par rapport à des histoires qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas basées sur des éléments concrets, juste pour vous dire que le Maroc a toujours joué un rôle de premier plan pour soutenir la question palestinienne d'une façon concrète, mais aussi a toujours mobilisé sa diplomatie au service de la question palestinienne. Et il n'y a pas de raison de remettre en cause ce rôle. Au contraire, le Maroc, dans sa configuration nouvelle avec Israël, mettra tous ses atouts au profit de la cause palestinienne. Et quand je parle des atouts, d'abord les relations avec une partie de la population d'Israël, l'estime et le prestige dont jouit la monarchie marocaine au sein d'Israël et au sein de la communauté juive internationale, mais aussi les relations historiques très fortes avec les Israéliens. Je reviens aussi à ce qui a été dit par Si Ramdani et Madame Aïcha. سي رمداني بغيت فقط نقول لك على أن هذه العلاقات المتميزة اللي عند المغرب مع أبنائه اللي ساكنين في إسرائيل كتجعل منه استثناء في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. ما كنعرفش أنا لحد ساعة أي بلد عربي أو إسلامي اللي كلهم كانت عندهم جاليات يهودية مهمة كان داخل أوطانهم، ما كنعرفش بلد اللي استطاع يحافظ على العلاقة ديالو بهذه القوة اللي حافظ بها المغرب على علاقته مع أبنائه اللي موجودين في إسرائيل، وكذلك مع الجاليات اليهودية عبر العالم. ما كانتش عندنا علاقات دبلوماسية، ولكن هذا الشيء ما كانش يمنع أن الإسرائيليين أو أن اليهود كانوا يزوروا المغرب سنويا. ما بين 80 إلى 100 ألف إسرائيلي زاروا المغرب في السنوات الأخيرة، لأن المغرب بالنسبة لعدد كبير منهم هو بلدهم وبلد أجدادهم، والمغرب ما عمره نساهم. هذا الشيء علاش اليهود المغاربة ما عمرهم نساو المغرب. وغادي نذكركم يوم استقبل جلالة الملك الوفد اللي جاء برئاسة جاريد كوشنر وبرئاسة رئيس المجلس الأمن الإسرائيلي، واللي فاجأ المغاربة عندما تقدم أمام جلالة الملك وخاطب جلالة الملك بلغته المغربية الدارجة وقدم البيعة لجلالة الملك. إذا سمعتوا في كلمات اللي توفوه بهم رئيس الوفد الإسرائيلي غادي تعرفوا المتانة اللي ديال العلاقات ما بين اليهود المغاربة وما بين الملكية في المغرب. فهي علاقات بيعة، هي علاقات روحية قوية
كتصبر وكتقاوم كل التطورات وكل الأزمنة. هادشي كله، هذه هي الفرص أو هي الإمكانيات اللي عند المغرب اليوم اللي غادي يوظفها فيما يخص القضية الفلسطينية. وما خصش يراودكم أدنى شك بأن المغاربة غادي يسمحوا في القضية الفلسطينية، بل بالعكس القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المغربي بكامله اللي يعتبرها دائما قضية وطنية، ولا أظن أن هناك أي نية في التراجع عنها. ولهذا احنا واثقين في ثقة جلالة الملك، واثقين في التزامات جلالة الملك الشعب المغربي وأيضا السلطة الفلسطينية باش المغرب قد يستمر في الدور ديالو الطلائعي دفاعا عن القضية الفلسطينية ودفاعا عن الأمن وعن السلام بهذه المنطقة اللي كتعاني من مشاكل كثيرة، واللي حان الوقت باش نبدلوا منهجية العمل وباش نشوفوا كيفاش ندفعوا بعملية السلام إلى الأمام. سي سعيد، كنت عندك الكلمة ويمكن قطعتك. يعني سي سعيد، واش تظن بأن يمكن المغرب يكون أحسن محامي للقضية الفلسطينية الآن؟ هذا هو سبب التدخل ديالي الآن بالبصمة. أنا فهمتك. أنا ماشية مع كلام مع الوزير، مع السفير عفوا، الوزير إن شاء الله راه كان وزير، راه كان أستاذ ديال الأخ ديالي، وربما كيتذكروا إن شاء الله. يلا يا ودي. هاي سي سعيد. بما أن هذا الموضوع اللي يشار لي مع السفير قضية ديال البيعة، وهي الناس ما كيعرفوش مفهوم البيعة. البيعة هي عقد مهم جدا كتأصلوا تاريخيا واجتماعيا. هذا الموضوع ديال البيعة عنده تأثير كبير جدا على مغاربة العالم. موضوع ديال الجالية الموجودة في إسرائيل، وتكلم مع السفير على قضية البيعة وعلى قضية ممكن أنها تساهم في حلحلة الموضوع القضية الفلسطينية. فعلا صحيح، إذا رأينا أن الحكومة الحالية فيها عدد كبير من الوزراء من أصول مغربية، ينحدرون من أصول مغربية، وهذا سابقة في التاريخ عمرها ما كانت. وكذلك أن عندنا العدد الكبير من الجالية، تقريبا ما يقارب من 20% تقريبا من عدد السكان ديال إسرائيل هم من أصول مغربية، تقريبا ما بين 18 إلى 20%. وهذه الجالية هذه تقريبا فيها واحد العدد كبير من رجال الأعمال إلى رجال السياسة إلى غير ذلك وممكن تقريب وجهة نظر، ممكن هذه العلاقات هذه الآن اللي تحلت ممكن أن حل موضوع القضية الفلسطينية، لأن موضوع القضية الفلسطينية بالإضافة إلى أنه مشكل عربي إسرائيلي فكذلك هو مشكل عربي. الآن نبدأ قبل ما نفكروا في العلاقات الإسرائيلية المغربية ولا الآن على الفلسطينيين أن يجلسوا فقط في طاولة واحدة. هذا هو المشكل، لحد الآن مازال الفلسطينيين لم يجلسوا في طاولة واحدة. فالمصالحة الوطنية نسينا ونتكلم عن المصالحة بين الدول. شكرا سي سعيد. ندخلوا المحاور اللي بقاو لنا. L'impact de cette nouvelle donne, monsieur l'ambassadeur, sur le processus de paix parrainé par l'ONU et surtout l'impact sur les relations entre le Maroc et l'Union européenne. Hier ou avant-hier, je crois qu'il y avait une déclaration de monsieur le ministre marocain des Affaires étrangères et qui a réclamé une nouvelle manière ou une nouvelle manière de communiquer entre l'Union européenne et le Maroc, et non pas cette manière de communication de prof à élève. Aujourd'hui, les choses ont changé et l'Union européenne doit changer sa politique vis-à-vis du Maroc. Oui, tout à fait. Je pense que la décision américaine interpelle en premier lieu l'Europe. Pourquoi elle interpelle l'Europe? D'abord parce que l'Europe est le continent le plus impacté par ce conflit et le continent le plus proche de la zone du conflit. Deux, le Maghreb est considéré comme la frontière sud de l'Europe. Et l'Europe
a intérêt à ce que le Maghreb soit uni, solidaire, à ce que le Maghreb devienne un véritable partenaire pour faire face aux multiples enjeux auxquels la région fait face. Vous savez que cette région du Maghreb fait face depuis plusieurs années à des menaces liées au terrorisme, liées à la migration clandestine, liées au trafic de tout genre, et tous ces phénomènes auxquels cette région est confrontée impactent directement l'Europe. C'est pourquoi le message du Maroc aujourd'hui, ça a été dit, comme vous dites, comme vous l'avez souligné par notre ministre des Affaires étrangères, l'Europe est appelée à sortir de sa zone de confort et de cette je dirais, neutralité négative. L'Europe a toujours appuyé le processus politique et ce processus fait du surplace depuis plusieurs décennies. Il est temps pour l'Europe de s'engager davantage pour contribuer à faire avancer la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agenda politique du Maroc par rapport à l'Europe, c'est de faire avancer, c'est de convaincre les différents pays européens de s'engager dans ce processus et d'œuvrer pour une solution rapide de ce conflit qui n'a que trop duré. C'est pourquoi nous sommes appelés en tant que diplomatie marocaine, dans le cadre bilatéral, de travailler avec les différents pays, avec les différents acteurs politiques, pour essayer de les sensibiliser et pour qu'ils s'engagent davantage dans la recherche de solutions. Et là, je voudrais saluer une initiative qui a été lancée il y a quelques semaines, il y a 2 semaines exactement, en Belgique, par le ministre d'État Louis Michel et le professeur Jacques Brocci, qui était l'ancien président du Sénat, et qui a un appel courageux à l'Europe de s'engager dans cette dynamique de solution, dans cette perspective de solution, et l'appel à expliquer d'une façon très forte les enjeux qui justifient aujourd'hui un engagement plus fort de l'Europe en direction de cette région, en direction du Maghreb, en direction de toute la Méditerranée. Oui, alors nous allons faire un tour de table donc de l'ensemble des intervenants. Alors Madame Bacha, sur ce volet relations Maroc-Union européenne, est-ce qu'aujourd'hui il est peut-être temps je dirais de changer d'échiquier et de réagir peut-être autrement, fort de cette reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara? Oui, donc tout à fait, Sylvie. Donc je tiens d'abord à féliciter Monsieur l'ambassadeur pour ses efforts dans ce sens-ci. Donc il y a eu plein d'actions qui ont été faites au niveau de la Commission européenne de manière générale, du Parlement européen et surtout au niveau de politiciens belges. Donc il y avait certains qui ont carrément félicité le Maroc pour ses efforts et surtout pour sa solution. Aussi, j'aimerais par la même occasion poser une question à son Excellence, Monsieur Amer. Est-ce que vous prévoyez un plan ou une stratégie pour impliquer la société civile marocaine dans ce sens et puis faire le plaidoyer de son dossier national qui est l'autonomie du Sahara marocain? Est-ce que vous prévoyez quelque chose dans ce sens? Oui, c'est Saïd. أنا تعرف بأن الحزب ديالكم كذلك عنده واحد البرنامج في هذا الاتجاه. برنامج كان لدينا دور كبير فعال في هذا الموضوع هذا لأنه كان عندنا ما يسمى بالدبلوماسية الموازية. اشتغلنا في هذا الموضوع تقريبا 2 و3 سنوات وكنا كنشتغلوا مع الحزب في هذا الإطار هذا، وكان هدفنا الأساسي هو قضية الوطنية وكنأكد عليها دائما وأبدا. أنا سمحت لي عندي ملاحظة بالنسبة على العلاقات الأوروبية والتأخير ديال الاعتراف الأوروبي بالنسبة
المغربية الصحراء. أظن أن الدول الأوروبية ربما متأثرة بالمناخ العام السياسي داخل هذه المنطقة، وأظن أن التوتر الذي يعيشه في المناطق أو ارتفاع أو نمو التيارات الراديكالية في الدول الأوروبية، في مثلا في إسبانيا، في إيطاليا، في هولندا إلى غير ذلك، ساهمت بشكل كبير في تأخير في هذه العملية ديال الاعتراف. وكذلك حتى بالنسبة للرجوع لفرنسا مثلا، اللي عندنا واحد اللوبي جزائري قوي اللي يلعب دور كبير في القضية في تبحيث هذه القضية هذه ومحاربة الاعتراف كذلك. أما على المستوى البلجيكي إذا سمحتي، أنا عندي وجهة نظر ربما مخالفة للأسف. على مستوى كيفاش كننظروا حنايا العمل السياسي هنا بلجيكا وكيفاش يمكننا نساهموا في دعم قضايانا الوطنيه. للاسف بلجيكا الان كتشكلت فيها حكومه مؤخرا واللي كتشكل من 7 ديال الاحزاب، فيها اغلبيه 7 ديال الاحزاب، خليط ما بين اليسار واليمين الى غير ذلك. وهذا الخليط هذا ربما ماشي منسجم الى حد ما، ولا يخدم مصالح كثيره، لا يخدم مصالح القضيه الوطنيه. لماذا؟ كنذكروا ان في 2018 كان تصويت على الصادرات اللي جايه من الاقاليم الجنوبيه، وكان تصويت عقابي بالنسبه للمغرب، كان تصويت ضد هذا القانون هذا من طرف بعض الاحزاب اللي الان هي موجوده في الاغلبيه الحكوميه. وهذا الحزب هذا للاسف اللي ساهم بحصول النتائج اللي حصل عليها حاليا، المغاربه ساهموا بشكل كبير في النجاحات ديال هذا الحزب هذا للاسف. وبالتالي فربما انا كنطرح سؤال على معالي السفير، واش كاين شي تنسيق مع مثلا توجيه تصويت او من مراعاه المصالح المغربيه، على اساس ان مثلا الاحزاب المعاديه للسياسه المغربيه اننا نحاول نجنبوها، مثلا ما نصوتوش عليها. pourquoi c'est vrai que c'est compliqué mais pourquoi pas. هذا سؤال، لان الان الى لاحظت ان ما نسميوش الامور بمسمياتها مثلا المهم كل حزب عنده خصوصيات ديالو، عنده وجهه نظر ديالو الخاصه تحترم، لكن ما لم يتعلق بالقضيه الوطنيه هنا خصنا نقطه نظام للاسف، وخصنا الدعم، وخصنا لوريونطاسيون ديال لي فوا ديال لي ماروكان، باش تكون هي وسيله ديال تفعيل المصالح المغربيه وليس لضرب المصالح المغربيه. للاسف حنا كنحاولوا اننا نكونوا عناصر فاعلين في حزب معين اللي يدافع على القضيه الوطنيه واللي يعترف بالقضيه الوطنيه ويعترف بمصر المغربيه الصحراء، لكن للاسف هناك احزاب اخرى داخل الاغلبيه تعارض بعض المواقف المغربيه. سعيد، الفكره واضحه. سي رمضاني، سي محمد رمضاني، في هذا الجانب العلاقات المغربيه الاوروبيه بخصوص القضيه الوطنيه. اعتقد ان الاتحاد الاوروبي كيخضع في كثير من القرارات نتاع الولايات المتحده بحكم يعني الحرب العالميه، من مخلفات الحرب العالميه الثانيه. اعتقد ان كما اشار الاخ اللي سبق تكلم قبل مني، هو ان الدبلوماسيه المغربيه خصها تلعب دور وتكون عندها خطه واضحه. اعتقد ان الجار كيشري الذمم كما كيشري الذمم في الكونغرس الامريكي، الجار كيشري الذمم ايضا في اوروبا. اعتقد ان كثير من البرلمانيين الاوروبيين كيشتغلوا لصالح الجار بدون تسميته. اعتقد ان المجتمع المدني خصو هو يشارك في هذا الدور، التغيير او تليين الدور الاوروبي. لهذا كنطلب مساعده السفير. هما المسائل اللي ممكن توفرهم لنا واللي مسموح في اطار القانون السفاره والقنصليات المغربيه انهم يوفروهم الجاليه المغربيه، المجتمع المدني اللي كنسميوه له، باش يمكننا ندعموا القضيه الوطنيه. وشكرا. شكرا. سي المهدي، قبل ما نعطيو الكلمه للسيد السفير باش يجاوب. Oui, bon, par rapport à la question qui a été posée, évidemment, je pense que les relations avec le Maroc et l'Europe sont bien sûr très importantes. Alors évidemment, pour revenir par rapport à la question de la cause palestinienne, vous savez, moi je pense qu'il y a quelque chose qui marche parfaitement dans la vie, c'est les sanctions. Je pense que pour apprendre de ces leçons, c'est important d'être sanctionné
de la meilleure des façons. Donc, je pense que pour moi, une sanction économique, une sorte de boycott pour l'économie israélienne, pour au moins apprendre à peut-être se remettre autour de la table et pouvoir vraiment négocier de la meilleure des façons. Parce que, comme vous le savez, ce conflit dure déjà depuis plus de 60 ans, quasiment. Et en tout cas, soit 50 ou 60 ans facilement. Et donc voilà, je pense que, vous savez, la sanction, c'est ce qui permet de remettre quelqu'un à sa place. Et je pense que les Israéliens n'échapperont pas à cette sanction-là. Merci, Semadi, même si vous avez essayé de revenir à ce dossier-là. Mais bon, restons dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne. C'est Amel, est-ce que nous avons des atouts aujourd'hui, je dirais, comme l'a signifié Monsieur le ministre, pour parler d'égal à égal avec l'Union européenne? Quelles sont nos forces pour parler d'égal à égal avec l'Union européenne? Et comment aussi la communauté peut intervenir pour booster les voix des euro-marocains au sein de l'Union européenne? Ben, écoutez, le Maroc, avec l'Europe, a un statut particulier. Le Maroc est le seul pays de la rive sud de la Méditerranée et qui dispose d'un statut de partenaire avancé, de partenaire d'association avancée. Nous avons un partenariat très fort avec l'Europe dans tous les domaines. Et l'Europe considère que le Maroc, parmi les partenaires, est le plus important au sud de la Méditerranée. Et nous pensons aujourd'hui, comme vient de le dire Monsieur le ministre des Affaires étrangères, il est temps aujourd'hui de changer d'échelle dans la gestion de ces relations entre le Maroc et l'Europe. Pour ce qui est de notre question nationale, le Maroc travaille pour que l'Europe s'engage davantage pour appuyer et pour accompagner cette dynamique générée par la décision américaine. Nous savons tous qu'il y a des pays au sein de l'Europe qui soutiennent le projet d'autonomie et qui soutiennent le Maroc, mais nous aurons besoin dans les prochains mois d'une position à l'échelle européenne qui s'inscrit dans cette perspective de paix pour solutionner un conflit qui pèse lourd à la fois au niveau des populations de la région, mais aussi qui pèse sur les relations entre le Maghreb et entre l'Europe. La deuxième question concernant l'implication de la communauté, Aïcha, comme les autres intervenants, ont souligné le rôle que pourrait jouer la communauté dans cette mobilisation en faveur de la question nationale. Là, je voudrais rappeler quand même quelques éléments. La communauté marocaine a toujours joué un rôle de premier plan pour défendre la cause nationale, aussi bien au niveau de la première et la deuxième génération. Aujourd'hui, les choses évoluent et nous devons travailler avec les nouvelles générations qui ont une position beaucoup plus, je dirais, influente, beaucoup plus confortable que les générations précédentes, parce que ce sont généralement des générations qui sont nées ici et qui sont bien placées et qui ont des positions sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel très importantes. Et je pense que toutes ces compétences doivent être impliquées, mobilisées dans cette dynamique nouvelle. Aïcha a parlé de plan, je suis tout à fait d'accord avec elle. Nous avons déjà commencé il y a plusieurs années à travailler avec la communauté marocaine pour essayer d'expliquer et de sensibiliser bien sûr la société belge pour appuyer la position marocaine et pour expliquer aussi les enjeux qui sont liés à ce conflit. Aujourd'hui, dans le nouveau contexte, nous devons également travailler avec la société civile, avec les acteurs marocains qui sont capables de porter ce dossier auprès des milieux politiques, des milieux culturels et des milieux influents en Belgique. Pour ce qui est bien sûr de la vie politique interne
en Belgique, nous sommes au-dessus, comme on dit, de la mêlée. Et notre rôle, ce n'est pas de s'immiscer dans la vie politique belge interne, mais notre rôle, c'est de travailler avec tous les partis politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, pour leur expliquer notre cause, pour leur expliquer cette dynamique nouvelle et pour leur montrer qu'il est temps aujourd'hui de sortir de cette zone de confort et d'appuyer la dynamique de paix qui est à l'œuvre. Et je peux vous dire que nous sommes, en tant qu'ambassadeur et en tant qu'ambassade, nous sommes confiants et nous sommes déjà engagés dans cette dynamique pour expliquer le tenant et les aboutissants à la fois de la décision américaine, de la décision du Maroc aussi, de la reprise de ses relations diplomatiques avec Israël et de l'impact de ces décisions sur le processus de paix, et qu'il n'y ait aucune transaction, aucun marchandage entre les deux, et que le Maroc est connu par ses positions de principe, et que le Maroc, il faut juger le Maroc aujourd'hui et demain sur ses actes, sur ses positions concrètes en faveur de la paix et en faveur de la sécurité dans la région. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il est 22h26, il nous reste quelques minutes. Ça fait 1h30 que nous sommes pratiquement en direct. Alors, je vous donnerai 1 minute chacun. Madame Aïcha Bacha, pendant la préparation de cette émission, vous avez dû voir que nous avons préparé une bande-annonce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de la voir, Sylvie. J'ai pas eu l'occasion de la voir parce que je viens d'apprendre que je vais participer. Il n'y a même pas 2 heures ou 3. Donc, je n'ai même pas préparé l'émission. Non, mais c'est pas la bande-annonce qui nous intéresse, mais les conclusions que j'ai reçues, reçues du passage de cette bande-annonce. Il y a à peu près 10 000 personnes qui ont vu cette bande-annonce. Il y a exactement 8 994 hommes et 817 femmes. Est-ce que ces chiffres vous interpellent? Est-ce que les femmes s'intéressent moins que les hommes à la politique? Pardon, vous pouvez me répéter, si vous voulez bien, le chiffre des femmes qui ont visionné la 10% de femmes et 90% d'hommes qui ont suivi, qui ont regardé cette bande-annonce. Est-ce dire que les femmes s'intéressent moins au dossier important du Maroc que les hommes? Pas du tout, monsieur, pas du tout. Donc, les femmes constituent la moitié de la société, donc il faut le reconnaître. Les femmes jouent un rôle primordial. Tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur a donné l'exemple de la présidente du Solvay, qui est la firme industrielle, la plus grosse firme au niveau européen. Donc, c'est une femme marocaine, influente, qui joue de son effort, qui fait énormément de choses pour la cause marocaine. Il y a aussi des femmes lobbyistes au niveau du Parlement. Il y a vous aussi, vous êtes secrétaire. Il y a vous aussi, vous êtes un exemple aussi. Entre autres, merci, mais bon, je suis un modeste exemple aussi. Et j'aimerais aussi vous signaler que le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines a fait un communiqué pour l'autonomie du Sahara, pour la solution de l'autonomie. Donc, c'était en fait, après une contestation de plusieurs membres de notre mouvement, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui regroupe des femmes de 54 pays. Et donc, c'était vraiment difficile d'avoir ce communiqué, mais grâce à des femmes engagées, des femmes marocaines, nous avons pu avoir ce communiqué-ci. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Absolument. Si c'est 10% de femmes de qualité qui ont visionné la bande, donc c'est l'essentiel. Et donc, je lance un appel à son Excellence Siamer et à la diplomatie marocaine tout entière d'essayer de faire un peu plus d'efforts pour impliquer cette tranche-ci. Donc, la femme… C'est exactement le message que je voulais entendre de votre part. Madame Aïcha, c'est exactement le message que je voulais entendre de votre part. Vous m'avez provoqué. C'était pas du tout préparé, mais les grands esprits se croisent. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde. Si ça aide une conclusion à ce débat.
أنا في دوري كنشكر الإخوان على المداخلة ديالهم، وهذا كيعبر على التعلق ديالهم بالقضية الوطنية الأم، لأن كتشغل بالنا كاملين، وحنا خلقنا وتربينا مع القضية اللي عشناها في الطفولة ديالنا وفي السنوات ديالنا. بالنسبة للإحصائيات ديال سي مصطفى، نحيل إلى أننا الحمد لله المرأة موجودة الحمد لله حتى في الساحة السياسية. يكفينا أننا عندنا 2 نساء مغربيات في الحكومة الحالية في بلجيكا، وهي سابقة ما عمرها ما كانت. دونك هذا وينتمون للشقين الأمازيغي والعربي بشقيه. دونك هذا فخر للمغرب كذلك وفخر المرأة المغربية، ونوجه لها التحية إن شاء الله في عيد المرأة اللي قريبا إن شاء الله سيهل علينا بين أسبوعين إن شاء الله. والتحية للأستاذ سي عامر، كنتمناو يقوم بشي زيارة للمنطقة، لأن المنطقة ديال فلوندر للأسف كما قال الإخوان قبل قليل يعني كاين شوية نوع من التهميش نوعا ما للجالية في فلوندر للأسف. زيارات قليلة وقليلة جدا. شكرا سي سعيد. سي رمضاني سي سعيد الرأي. حتى الأنشطة كذلك أنشطة قليلة، لأن كنعرفوا فقط الجالية في بروكسل ولا في لافالوني فقط، أما الفلوند كاينة غير أونفيرس. سي رمضاني. C'est Ramdani d'Anvers, vous aussi. Si Mehdi est flamand aussi, donc il est néerlandophone. Donc j'imagine. Le flamand, c'est Anvers, c'est tout. Non, le reste, c'est un parking. Voilà. C'est l'illustration de la régionalisation avancée de la Belgique. Anvers, c'est pas la Flandre. La Flandre, c'est beaucoup de villes très connues comme Gand et. سي رمضاني تفضل. المهم de toute façon حنا كنتكلموا على قضيه وطنيه، اون بارل دون كوز ناسيونال. الوغ الا كنا كنقولوا نعتبروا القضيه ديال الصحراء المغربيه قضيه وطنيه، فاعتقد كل مواطن مغربي كان كيعيش في المغرب او لا برا المغرب تكون هذه القضيه هي اولى الاولويات، ويدافع بكل الوسائل المتاحه، ويساعد الحكومه المغربيه ويساعد الناس اللي كيشتغلوا سواء في السر ولا العلن للتركيز وتثبيت هذه القضيه الوطنيه ومساندتها. هذا هو الطلب ديالي. كل واحد نقولوها بدارجه مغربيه ما يحس نفسه ويحاول ما امكن انه يشتغل لصالح القضيه الوطنيه ولصالح بلاده، ويكون سفير حتى هو لبلاده في هذه المساله هذه، لان كتخص الجميع. وشكرا لك سي البيض على الاستضافه، وشكرا لسعاده السفير والاخوان كاع اللي حضروا. بارك الله فيكم. شكرا سي رمضاني. المهدي, un message pour la jeunesse. Certainement pour la jeunesse. Vous savez, bon, même si les jeunes sont un petit peu les grands perdants de cette crise économique, avec bien sûr les personnes âgées, les indépendants, les restaurateurs, les gens qui travaillent dans la culture. Alors on sait qu'aujourd'hui les jeunes sont perdus entre décrochage scolaire, entre famine, entre problèmes psychologiques. Mais je voudrais peut-être, en espérant que tout se passe bien pour eux et que les prochains mois pourront être positifs pour tout le monde, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, car voilà, je trouve il est important de dire que le débat et l'échange sont très importants dans une société où malheureusement on a un petit peu du mal à se parler et où chaque personne se recroqueville sur lui-même et n'aimerait pas échanger avec son prochain. Donc je pense que le débat, l'échange et la discussion sont un petit peu l'avenir de notre société. Je remercie beaucoup Monsieur l'ambassadeur et je remercie tous les intervenants qui étaient là ce soir, et j'aimerais dire à une prochaine et puis pourquoi pas peut-être se retrouver autour d'un verre après cette mauvaise crise que nous connaissons tous. Avec plaisir. Un bon thé. Charles, c'est vous qui avez proposé. Hein. C'est Amr. شكرا لكم جميعا وعلى المساهمة ديالكم. وهذه في الواقع مبادرة حميدة اللي تجعل نتقاسموا بعض التحليلات في قضايا تتهمنا أولا كمغاربة، تتهمكم أنتم كمغاربة وبلجيكيين، لأنه المغاربة من الميزات ديالهم مندمجين في هذا البلد، ولكن تهمهم كل ما يجري داخل البلد، تيتفاعلوا مع كل ما يجري داخل المغرب. وهذه ميزة مهمة وميزة حسنة، ومن مسؤوليتنا احنا كسلطات
الدبلوماسية والسلطات المغربية باش نحافظوا على هذا الارتباط وعلى هذه النوعية ديال العلاقات وديال الحب ديال المغاربة تجاه بلدهم، بالرغم من الملاحظات ديالهم، بالرغم من الانتقادات ديالهم ولا القراءات والتحليلات اللي يمكن تكون مختلفة. أنا مع السي سعيد قال قضية فلاندر مهمشة، أنا ما متفق معك. نهار يكون عندك الوقت مرحبا بك ويجي عندي وغادي نقول لك. أنا جلست دابا هنا 4 سنين وبعد شهور غادي نقول لك الأنشطة والاجتماعات اللي عملت في منطقة فلاندر، وغادي ربما تفاجئ أنني تقريبا زرت كل المناطق واجتمعت في كل المناطق ومشيت الأنشطة كثيرة اللي عملناها من وقت ماشي هو هذا. وحنا ما تنميزوش ما بين المغاربة إنما وجدوا، وكنحاولوا نبقاو مرتبطين مع المغاربة. وكما قلتوا المغاربة من المواقع اللي مختلفة، سواء كانوا داخل الأحزاب أو داخل الجمعيات أو داخل شركات أو داخل مؤسسات أو داخل الإدارات، عندهم واحد الدور فيما يخص قضية الصحراء، وهو يشرحوا لجيرانهم والأصدقائهم والأحبابهم والحلفاء ديالهم، يشرحوا لهم هذا الوضع الجديد، ويشرحوا لهم كيف أن بلجيكا بحكم العلاقات اللي عندها من المغرب متميزة، وبحكم المكانة اللي عند المغاربة في بلجيكا، كيف أن هذا البلد كذلك خصو يدعم هذه الديناميكية الإيجابية اللي خلقها القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة ديال المغرب وبالدعم ديال الحكم الذاتي. احنا كسفارة أبوابنا مفتوحة وقلوبنا في أي وقت، وإحنا على استعداد باش نشتغلوا جماعة في أفق مصالح بلادنا ومصالح كذلك البلد اللي انتم عايشين فيه، لأن من أهم كذلك السفير هو العمل أيضا على تقوية العلاقات ما بين المغرب وما بين بلجيكا. بغيت نقول لك كلمة أخيرة لعائشة، نشكرها على الالتزام ديالها وعلى الاندماج ديالها وعلى الحرارة ديالها وعلى المواقف ديالها من خلال العدد الجمعيات اللي هي متواجدة اللي هي متواجدة فيهم. بغيت نشكرها ونشكركم أيضا كل واحد من موقعه على الأدوار اللي كتقوموا بها وعلى العمل اللي كتقوموا به، وحنا في إشارتكم في أي وقت، وغادي في الأسابيع والشهور المقبلة غادي تعرفوا برنامج العمل اللي حنا كنشتغلوا عليه فيما يخص القضية الوطنية، واللي من الركائز ديالو هي كذلك الجالية المغربية في هذا البلد. لأن كيف ما كانت التعبئة ديالنا حنا كدبلوماسيين، كيف ما كان الالتزام ديالنا كدبلوماسيين، ما غننجحوش بوحدينا إلا ما كناش معتمدين على الكفاءات وعلى الطاقات اللي تميز بها الجالية المغربية في هذا البلد الطيب. وشكرا لكم. Je ne sais pas si tu as compris un peu mes messages. نعم. Alors j'ai un petit peu tout compris. حيت انا كنهضر دارجه، ولكن la langue marocaine un peu trop technique et un peu trop politique, je ne la gère pas encore assez. Mais je vous remercie. حاولنا نهضروا بالدارجه شي شويه، ماشي كنا دائما بالعربيه. Ah oui. Voilà. De toute façon, on reste en contact. Hein. Et moi, je suis tout à fait disposé à vous recevoir et à continuer l'échange. Et comme je viens de le dire à la fin, quelle que soit notre mobilisation et les efforts qu'on peut mobiliser, nous, en tant que diplomates, on ne peut pas atteindre nos objectifs si on ne s'appuie pas sur les compétences et sur les énergies dont recèle notre communauté en Belgique. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». Tout à fait. Alors, nous irons certainement plus loin avec l'apport de C. Amr, notre ambassadeur, qui est un homme de dialogue, et depuis que je le connais,
il n'a jamais refusé le dialogue, il n'a jamais refusé la rencontre avec les membres de la communauté. Encore une fois, Monsieur Amer, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Et ce soir, nous avons parlé de cette cause nationale si chère, si importante au cœur de tous les Marocains. Et je pense que nous sommes unanimes derrière Sa Majesté, nous sommes unanimes derrière notre pays pour faire avancer ce dossier et faire avancer d'autres dossiers. Je dirais à Madame Aïcha Bacha que bientôt notre journal va consacrer aussi un débat à la femme marocaine à l'occasion de la fête de la femme. Mais la fête de la femme ne doit pas consister en une seule journée, mais tous les soirs, nous devons honorer la femme. Et à travers vous, nous honorons ce soir toutes les femmes marocaines. Chers amis, merci et à très bientôt. Salam alaikum. Au revoir.